Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une fiche de lecture consacrée au caractère de Jean de la Bruyère, caractère que vous étudiez soit dans le parcours La Comédie sociale, si vous êtes en classe de première générale, soit dans le parcours Peindre les hommes, examiner la nature humaine, si vous êtes en classe de première technologique. Cette fiche de lecture se passera en 3 temps. Tout d'abord, je présenterai rapidement l'auteur, ensuite je présenterai rapidement l'œuvre, et enfin, je m'emparerai des enjeux majeurs de celle-ci, à la fois les thèmes principaux et puis, évidemment, les enjeux esthétiques et littéraires. Commençons par nous intéresser à Jean de la Bruyère, dont vous voyez ici une représentation, mais nous y reviendrons ensuite. Jean de la Bruyère, c'est un bourgeois de Paris. Il naît dans une famille aisée, mais pas fortunée, et c'est un homme très cultivé. On sait qu'il a fait des études de droit, qui l'ont conduit à endosser la robe d'avocat, robe qu'il va rapidement abandonner puisque la profession ne lui convient pas. On sait aussi qu'il connaît le grec ancien et l'allemand, ce qui n'est pas chose courante à l'époque. Il va rencontrer Bossuet, qui est un homme d'église, un écrivain très célèbre pour ses sermons, et il va nouer une amitié avec Bossuet qui va œuvrer pour que la Bruyère puisse entrer au service du petit-fils du Grand Condé. Le Grand Condé et son petit-fils de fait sont des princes de sang français et la Bruyère devient le précepteur de cet enfant. Et ce n'est pas une mince affaire puisque l'héritier Bourbon est un élève très médiocre, à la vérité. Il n'empêche que ce bourgeois va, à partir de ce moment-là, fréquenter la cour. Il fréquente la cour, il fréquente les grands de France et il demeure dans cette aristocratie bien après l'éducation du duc de Bourbon, puisque une fois cette éducation terminée, achevée, eh bien, il va rester au service du duc de Bourbon et il va être en charge de sa bibliothèque. Mais le duc en question, qui, nous l'avons dit plus haut, était un enfant médiocre, est également un homme assez médiocre. C'est un personnage tout à fait cruel et colérique. Saint-Simon va d'ailleurs parler de lui en utilisant le terme féroce. La Bruyère, qui était son précepteur, qui devient l'homme chargé de sa bibliothèque, est son subalterne. En réalité, le précepteur, c'est un enseignant effectivement, mais c'est surtout et avant tout un domestique. Et on peut supposer que la Bruyère a eu à souffrir de cette condition, et il a pu, à ce moment-là, nourrir un complexe social dû à ses origines, et sans doute ce complexe social est-il à l'origine de l'écriture des caractères. Si, depuis le début de cette vidéo, je mentionne les caractères et seulement les caractères, c'est parce que Jean de la Bruyère, c'est l'homme d'une œuvre. Il ne compose qu'une œuvre dans toute son existence. Il y passe environ 17 ans de sa vie, il observe le monde, il le traduit, il l'écrit. Il semblerait qu'il aurait eu le projet d'une deuxième œuvre en lien avec sa foi religieuse et en lien avec les conversations qu'il menait avec Bossuet, mais ce n'est finalement qu'une supposition, qu'une hypothèse. Rien ne prouve qu'il aurait véritablement écrit cette œuvre. Il ne reste rien d'autre que les caractères de Jean de la Bruyère. Je ne suis pas tout à fait exacte. En réalité, on a retrouvé une vingtaine de lettres et également le discours qu'il a prononcé lors de son entrée à l'Académie française. C'est à peu près tout. Le manuscrit des caractères est perdu, sa tombe a été détruite et on n'est même pas certain que les portraits de la Bruyère le représentent bien. En réalité, la Bruyère, c'est un homme très mystérieux, une sorte d'évanescence de ce XVIIe siècle que l'on appelle également le Grand Siècle. Quelques mots maintenant à propos des caractères, caractères qui paraissent donc en 1688. Lorsque les caractères paraissent, ils ne sont pas signés et ils ne le seront pas du vivant de l'auteur. Le titre original, c'est Caractères de Théophraste, nous y reviendrons un peu plus loin. La première édition, elle est assez courte, elle comporte une centaine de pages et il y a environ 420 fragments. Au fur et à mesure des éditions, il y en aura 9 à l'époque de la Bruyère, l'œuvre va s'enrichir, la Bruyère va ajouter des fragments et la 9e édition de 1696 comportera 1120 fragments. Dès sa sortie, l'œuvre connaît un immense succès en France mais également à l'étranger. Mais elle est également largement critiquée, en particulier par ceux que l'on appelle à l'époque les modernes.
Vous savez peut-être que le XVIIe est le théâtre d'une bataille littéraire assez célèbre entre anciens et modernes, entre ceux qui veulent réformer, rénover la langue, la littérature, et ceux qui, au contraire, sont très attachés à la tradition. Et ces modernes, ceux qui entendent rénover donc la littérature française, tiennent un journal qui s'appelle le Mercure Galant, qui est l'un des premiers périodiques français et qui paraît régulièrement, qui parle de littérature, mais pas seulement. Il s'agit aussi de donner aux Français des nouvelles de la cour, des nouvelles des grands de ce monde. Et donc, le Mercure Galant va reprocher aux caractères leur forme. Ce journal assurer que La Bruyère a écrit par fragments parce qu'il est tout bonnement incapable d'écrire un livre qui se tient de bout en bout. En réalité, les modernes en veulent beaucoup à La Bruyère parce que La Bruyère critique le journal dans son œuvre. Dans les caractères, on trouve en effet le HG, c'est-à-dire sans doute l'Hermès Galant, Hermès étant l'autre nom du Mercure, donc le Mercure Galant est immédiatement au-dessous de rien, écrit-il. Le succès de l'œuvre au XVIIe siècle va reposer sur l'œuvre elle-même, évidemment sur ses qualités littéraires, mais elle va reposer également sur le fait qu'on croit y voir une œuvre à clé, c'est-à-dire une œuvre qui s'inspire de personnes réelles, et la rumeur court donc à ce moment-là qu'avec une lecture perspicace, on peut arriver à reconnaître tel ou tel grand de la cour dans cet ouvrage. Donc tout le monde se précipite évidemment pour lire et essayer de reconnaître son voisin et en espérant évidemment par là même ne pas s'y reconnaître soi-même. La Bruyère se défendra toujours d'avoir écrit une œuvre à clé et il assurera au contraire que les portraits sont des recompositions de plusieurs êtres, donc des êtres de fiction. Pour aller un petit peu plus loin, je vous propose maintenant d'analyser la structure de l'œuvre. Tout d'abord, cette œuvre a un titre originel et ce titre c'est Caractères de Théophraste. Théophraste, c'est un philosophe grec antique. Si La Bruyère commence une œuvre en mettant en valeur le nom d'un philosophe, c'est donc qu'il se revendique de l'héritage de cette philosophie antique et qu'il invite son lecteur à faire une lecture sérieuse de son œuvre, tout en assurant dès les premières lignes que Théophraste est le premier auteur comique. En d'autres termes, La Bruyère affirme que son œuvre va être une œuvre comique derrière laquelle il y aura un sens profond. Deuxième chose que l'on peut remarquer en ouverture des caractères, c'est une épigraphe en latin, une épigraphe qui est une citation d'Erasme. En français, cette citation dit « J'ai voulu mettre en garde et non mordre, être utile et non blesser. Améliorer les mœurs des hommes et non leur nuire. » En mettant cette épigraphe en valeur, en ouvrant son ouvrage avec cette épigraphe, La Bruyère prévient son lecteur de son projet. Il le définit, il veut ici réformer les mœurs et les réformer avec douceur puisqu'il ne s'agit pas ni de mordre, ni de blesser, ni de nuire. Ensuite, vous trouvez dans les caractères 16 chapitres. Tous les chapitres ne sont pas au programme de l'année de français de première, évidemment. Mais je vais quand même rapidement les passer pour que vous ayez une idée de la structure d'ensemble. Le premier chapitre des ouvrages de l'esprit va définir le projet d'écriture de La Bruyère et il va expliquer quels sont les modèles qu'il aimerait imiter, les anciens en particulier, et puis aussi certains auteurs contemporains comme Racine. Et il va définir également les erreurs qu'il souhaiterait éviter, notamment la confusion. Le deuxième chapitre, du mérite personnel, pose la question du mérite de l'individu dans un monde qui est organisé autour du hasard de la naissance, puisque au XVIIe siècle, vous naissez aristocrate ou vous naissez dans le peuple. Il n'y a pas finalement de possibilité de s'extraire de sa classe sociale. Et il va également, ce chapitre, définir ce qu'est l'honnête homme selon La Bruyère. Le chapitre suivant, des femmes, est une peinture de l'amour qui invite surtout le lecteur à ne pas céder à l'amour ni à la vie conjugale et à bien plutôt se consacrer à l'amitié. Pour information, La Bruyère est resté célibataire toute sa vie durant, ce qui semble prouver qu'il a lui-même suivi les conseils qu'il donne à son lecteur. Dans le chapitre du cœur, La Bruyère va explorer ce qui guide les actions humaines
et il va effectivement considérer que c'est le cœur, c'est-à-dire les sentiments, les émotions, et il va s'attarder assez longuement sur la peur de la mort qu'il juge absolument détestable puisque on ne peut pas redouter quelque chose que l'on ne connaît pas et que la peur, plus est, n'a jamais retardé quoi que ce soit. Ensuite, et vous voyez qu'à partir de maintenant, j'ai mis une accolade dans la marge puisque les chapitres qui suivent sont ceux que vous étudiez durant l'année de première si vous êtes en première générale. De la société et de la conversation est un chapitre dans lequel la Bruyère se questionne sur la parole. Et cette parole qui devrait conduire normalement au plaisir de la conversation, donc au plaisir de la rencontre avec l'autre, de l'échange, elle est envisagée tout au contraire dans la société comme une arme de domination par laquelle chacun essaie d'instaurer son pouvoir. Le chapitre des biens de fortune mène une réflexion sur les parvenus et met en relation cette course au pouvoir et à l'argent qui anime les parvenus avec la course après le temps qui passe et cette peur de la mort qui était évoquée plus haut. Dans le chapitre suivant, de la ville, la Bruyère peint la ville comme une scène de théâtre où chacun va chercher à paraître ce qu'il n'est pas évidemment, et une scène de théâtre dans laquelle règne un immense mépris de classe, évidemment des aristocrates envers les autres classes. De la cour est un chapitre qui est assez proche du précédent, il ne s'agit plus de la ville, il s'agit du microcosme de la cour, et la Bruyère là aussi va montrer que ce microcosme est un théâtre où l'apparence et la naissance dominent. Dans le chapitre des grands, l'auteur va dénoncer les injustices de la fortune, c'est-à-dire du hasard en premier lieu de la naissance, et il va se poser la question, encore une fois, sur les fondements même d'une société qui méprise le mérite personnel en faveur d'une naissance qui ne doit qu'au hasard. Dans Du souverain et de la République, qui est le dernier chapitre que vous étudiez en cours de français dans le parcours qui est attaché à la classe de première générale, la Bruyère va dénoncer les abus des rois et notamment les guerres excessives et le système des courtisans qui leur tiennent compagnie. Le chapitre suivant que j'ai mis en vert puisque ce chapitre est le chapitre que vous étudiez si vous êtes en première technologique. Donc dans ce chapitre qui s'intitule De l'homme, la Bruyère va proposer une vision très pessimiste de l'homme, un homme qui cherche en permanence à oublier sa condition de mortel, qui veut oublier qu'il va mourir et qui finalement n'est jamais constant si ce n'est dans le mal. Les chapitres suivants, que vous n'étudierez donc pas en cours, nous avons tout d'abord des jugements qui dénoncent une société qui est basée uniquement sur les apparences, de la mode qui fait de la mode un échappatoire à la fuite du temps et à l'idée de la mort, et dans ce chapitre, la Bruyère va s'en prendre aussi aux faux dévots, c'est-à-dire aux gens qui prétendent avoir une foi religieuse qu'ils n'ont pas en réalité. Le chapitre de quelques usages critique les usages, les habitudes en quelque sorte, qui témoignent de la paresse intellectuelle des hommes. De la chair dénonce la perversion des hommes d'église qui, comme les autres, vont accorder une importance démesurée aux apparences et qui vont, par souci de plaire, se transformer en prédicateurs devant les foules. Enfin, le chapitre des esprits forts, qui s'attache à ceux que l'on appelle les esprits forts, c'est-à-dire les libertins, ceux qui remettent en question l'idée d'un divin. Et la Bruyère s'en prend à eux, expliquant qu'ils sont sans doute les plus faibles d'entre nous, parce qu'ils ont peur de leur propre fragilité et qu'ils ont peur également de l'idée d'un divin qui pourrait les dépasser. Voilà donc pour la structure d'ensemble de l'œuvre et vous voyez que les fragments sont regroupés par thématique, ce qui m'amène à l'étape suivante de cette fiche de lecture, c'est-à-dire le moment où je m'empare des principales thématiques de l'œuvre. Comme les caractères sont une peinture du monde, une peinture des hommes, les thèmes abordés vont évidemment être extrêmement variés. L'amour, les métiers, les classes sociales s'entend, les hommes, les femmes, la littérature. En fait, les caractères, c'est un miroir que tend la Bruyère à son lecteur. Et le lecteur doit pouvoir s'y reconnaître. Et pour qu'il puisse s'y reconnaître, évidemment, les thématiques abordées sont extrêmement vastes. L'épigraphe le dit, la Bruyère, c'est un homme qui veut corriger les hommes. C'est donc ce que l'on appelle un moraliste. Un moraliste, ce n'est pas seulement quelqu'un qui fait la morale, mais c'est avant tout un auteur, un écrivain, qui va
dans un premier temps, observer le monde avec acuité, et c'est bien son premier travail en quelque sorte. Il va ensuite le peindre, et c'est sa seconde tâche. Et enfin seulement, il va tirer une morale de ce qu'il a peint. Le projet de peindre les hommes, c'est en fait, chez La Bruyère, le projet, avant tout, de peindre les défauts des hommes. Sur ces défauts, il y en a deux qui sont davantage mis en valeur que les autres. C'est la bêtise, c'est-à-dire le fait de faire des choses de façon inconsciente, sans se rendre compte de ce que l'on fait ou des conséquences de ce que l'on fait, et la vanité. La vanité, c'est le fait d'être vain, d'être sans valeur. Quand la vanité se conjugue à la bêtise, on aboutit à un être humain qui est vain, mortel, sans valeur, mais qui a le sentiment d'être d'une grande valeur. Comme ce sont ces deux défauts que veut avant tout dénoncer La Bruyère, vont apparaître tout un tas de défauts secondaires qui sont révélateurs de ces deux premiers défauts, notamment le désir de paraître, évidemment, l'excès, c'est-à-dire la démesure, ce que l'on appelle, quand on parle de tragédie ou quand on parle d'antiquité, l'hubris. On y trouve aussi dans les caractères de nombreux développements sur le mépris de classe et l'iniquité d'une société qui est organisée autour de la question de la naissance. Et là, vous pouvez faire le lien avec le parcours de vie de La Bruyère qui, bourgeois, se retrouve dans une cour dans laquelle il n'aura jamais une véritable place, si ce n'est une place de larbin de domestique. Toute cette peinture des défauts humains va tracer en creux le portrait de l'homme idéal. Et cet homme idéal, selon La Bruyère, est très proche, évidemment, de l'idéal de l'honnête homme qui est en cours au XVIIe siècle. Alors, qu'est-ce que c'est que cet honnête homme dont tout le monde rêve au XVIIe? Eh bien, c'est un homme qui est mesuré, qui n'est pas dans l'excès, qui est raisonnable. Il pense et agit avec sa raison qu'avec ses impulsions. Il est naturel, il déteste les artifices, il déteste le paraître. Il est conscient de la vanité de l'existence, il a donc conscience de sa propre vanité, il est élégant, il est cultivé, il est doté d'un fort mérite personnel, même si, de naissance, en général, l'honnête homme est plutôt un aristocrate, il n'empêche qu'il mérite également sa place dans le monde par ce qu'il est de façon individuelle, il maîtrise les arts, et en particulier l'art de la parole, et enfin, il est agréable en société, c'est-à-dire qu'il ne se sert pas de la parole pour vaincre ou pour combattre. Voilà pour les principales thématiques de l'œuvre. Je m'empare maintenant de la dernière chose que je voulais vous présenter, c'est-à-dire les principaux enjeux littéraires et esthétiques des caractères. Tout d'abord, ce que l'on peut voir quand on lit les caractères, c'est qu'il y a une opposition, une tension très forte au niveau de la forme entre deux choses. D'une part, les portraits de personnages fictifs et d'autre part, les maximes, c'est-à-dire de courts énoncés qui proposent des vérités morales, des règles d'action ou de conduite qui semblent indiscutables. Les caractères sont donc une œuvre qui est construite par juxtaposition de fragments épars. Les maximes, ce sont, nous l'avons dit, des vérités indiscutables. Elles se présentent sous forme de phrases courtes la plupart du temps, laconiques, même si certaines peuvent être un petit peu développées. Elles jouent sur les contrastes, elles jouent sur la surprise du lecteur. Elles supposent donc, puisqu'elles sont courtes, une écriture très resserrée, une esthétique qui vise à l'économie, d'où l'emploi de nombreuses litotes. Je vous rappelle que la litote, c'est une figure qui consiste à dire peu pour laisser entendre plus. Comme lorsque La Bruyère écrit « Un homme né chrétien et français se trouve contraint dans la satire ». Il dit finalement très peu de choses, contraint par la satire, c'est pas très gênant, mais il laisse entendre beaucoup, il laisse entendre à son lecteur que le livre qu'il a entre les mains est un livre qui aurait été bien plus violent, bien plus critique, s'il n'était pas contraint par la censure à une certaine réserve, à une certaine douceur. On retrouve de la même façon des hyperboles qui frappent immédiatement l'esprit et qui donc permettent d'éviter les longs développements. Il va y avoir de nombreuses simplifications, des omissions de détails. Dans les portraits, qui sont un petit peu plus longs que les maximes, on trouve le plus souvent un défaut peint. Et les portraits, on peut considérer qu'ils sont chacun la métaphore d'un trait de caractère, d'un défaut particulier. En quelque sorte, ils sont une mise en application de la morale qui est contenue dans les maximes. Et de ce fait, ils n'ont en général pas de morale explicite, ce n'est pas nécessaire, puisque les maximes les portent pour eux.
Les portraits ont à la fois une portée historique, puisqu'ils permettent au lecteur aujourd'hui de saisir l'esprit du grand siècle, et une portée sociologique, puisque les relations humaines qu'ils mettent en jeu, qu'ils mettent en scène, sont toujours vraies aujourd'hui et que l'on peut reconnaître en lisant les portraits telle ou telle personne ou personnage de notre temps. Deuxième remarque que je ferai à propos des principaux enjeux littéraires et esthétiques de l'œuvre, c'est qu'il s'agit d'une peinture du monde à grands traits. La Bruyère écrit que écrire, c'est peindre, ce qui signifie qu'il accorde une immense importance au fait de rendre compte de façon visuellement frappante du monde qui l'entoure. Les portraits sont toujours ceux de personnages qui sont extraits du monde sans véritable contextualisation spatio-temporelle. Il est difficile de savoir où et quand évoluent les personnages. Ils vont donc participer de cette esthétique du miroir tendu que j'ai évoqué précédemment, qui doit permettre au lecteur de se reconnaître ou de reconnaître son entourage. Ce sont donc moins des personnages que des idées incarnées. Et le comique, qui sous-tend toute l'œuvre, intervient ici comme une arme par laquelle la Bruyère entend convaincre son lecteur. L'œuvre est donc une satire des défauts humains. Je vous rappelle qu'une satire, c'est un texte comique qui vise à critiquer un défaut, un trait de caractère ou un groupe humain. Et dans les caractères, vous trouvez donc une illustration de ce que l'on appelle le placere et docere, c'est-à-dire le plaire et instruire, cher aux classiques. Il s'agit tout à la fois d'amuser son lecteur et parce qu'on l'amuse, de pouvoir lui enseigner, le rendre plus vertueux. Dernière remarque, c'est une œuvre qui est placée sous le signe de la varietas, la variété, et de la copia. La variété, c'est la diversité. Les caractères sont extrêmement hétéroclites. Il y a diversité des formes, il y a diversité des thèmes, il y a diversité des tonalités, diversité des personnages, etc. La copia, c'est l'abondance. Et de fait, les caractères sont une œuvre d'abondance dans laquelle les portraits, les maximes sont très nombreux, se multiplient. Et ces deux traits esthétiques sont deux traits esthétiques qui sont hérités du XVIe siècle et qui sont encore très appréciés au XVIIe siècle. Voilà donc pour les principaux enjeux littéraires et esthétiques des caractères de la Bruyère et nous arrivons au bout de cette fiche de lecture qui, je l'espère, aura pu vous être utile. J'en ai terminé, il ne me reste donc qu'à vous souhaiter une excellente journée.